Une personne se blesse au travail. Son médecin lui donne un billet. Dessus, c'est écrit quelque chose comme, mettons, éviter les efforts importants. OK, mais ça veut dire quoi ça concrètement? Comment on fait pour que la personne revienne au travail de façon sécuritaire, mais aussi efficace? C'est pas mal ça le casse-tête qu'on décortique aujourd'hui. Et c'est exactement ça, le cœur du problème. Cette citation le dit bien, cas par cas. Il n'y a pas de recette magique, pas de solution passe-partout pour un retour au travail, c'est vraiment une sorte d'enquête. Et c'est cette enquête-là qu'on va faire ensemble. Bon alors, on plonge. Première section, le casse-tête du retour au travail. On va essayer de comprendre pourquoi, au fond, c'est si compliqué pour tout le monde, autant pour la personne qui s'est blessée que pour son employeur. OK, alors tout part souvent de là, le fameux biais du médecin. On y retrouve des recommandations qui ont l'air toutes simples, mais qui, en réalité, sont de vrais pièges. Éviter les mouvements répétitifs ou encore éviter les efforts importants. Concrètement, ça veut dire quoi? Bien, c'est souvent là que le vrai casse-tête commence. La question, au fond, c'est celle-là. Comment on prend ces mots-là, qui sont assez vagues, et on les transforme en un plan de match qui est clair, sécuritaire et qui fonctionne sur le terrain? Comment on fait pour trouver le juste milieu pour protéger la personne qui revient, mais sans tout bloquer les opérations de l'entreprise? C'est vraiment ça le défi. Heureusement, on n'est pas laissé à nous-mêmes avec ce problème. Il y a une science qui nous donne des outils pour y voir plus clair. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Et la clé de tout ça, c'est l'ergonomie. Et là, non, on ne parle pas juste de s'acheter une bonne chaise de bureau. En réadaptation, l'ergonomie, c'est bien plus que ça. C'est la science qui cherche à faire le pont, le lien parfait entre ce que le poste de travail exige et ce que la personne est réellement capable de faire. Le but, c'est de créer un match parfait et surtout sécuritaire. Et ça, c'est un changement de mentalité majeur. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. On n'est plus à l'époque où on disait à quelqu'un de se forcer un peu pour reprendre son poste. L'idée, aujourd'hui, c'est d'adapter le travail à la personne et pas le contraire. Et ça change tout. OK, maintenant, on rentre dans le concret, le décodage. C'est ici qu'on va voir comment on passe des mots vagues à des données claires, précises, objectives. Et pour faire ça, on se base sur la science, bien sûr. Regardez le contraste, c'est frappant. Le médecin va écrire mouvement fréquent de la colonne. Bon. Pour un ergonome, ça se traduit en chiffres. Ça veut dire soit 33 % et plus du temps de travail, ou au moins une action toutes les 2 minutes. Le médecin écrit répétitif, c'est encore plus clair. 50 % du temps ou 2 actions par minute. D'un coup, le flou disparaît, on a des cibles précises. Et cette précision-là, elle ne s'arrête pas là. Ça s'applique à chaque type de mouvement. Prenons une flexion du dos, par exemple. Eh bien, on mesure l'angle. Si on dépasse 60 degrés, on est dans un angle extrême, mais même à partir de 20 degrés, c'est déjà considéré comme une flexion et c'est noté. On voit comment chaque geste est disséqué, mesuré puis comparé aux limites de la personne. On ne laisse rien au hasard. Et ça continue. Pour les bras, les mains, c'est la même logique. Le terme « travail répétitif », qui a l'air un peu fourre-tout, cache en fait des seuils de risque bien précis qui sont différents pour chaque partie du corps. Pour l'épaule, par exemple, on part de 2,5 mouvements par minute. Pour le coude et le poignet, c'est 10. Et pour les doigts, on monte à 200. Ça montre à quel point on peut être précis pour assurer la sécurité. Juste pour donner un exemple concret. Si l'épaule doit atteindre un angle de 60 degrés ou plus, eh bien une fréquence de 2 mouvements par minute ou plus est déjà jugée inacceptable. 2 mouvements par minute. Ça peut paraître très peu, mais scientifiquement, c'est un seuil de risque élevé. C'est ce genre de détails qui permet de planifier un retour au travail qui est réellement sécuritaire. OK, c'est bien beau d'avoir les définitions et les chiffres, mais comment ça se passe concrètement sur le plancher? Comment on applique tout ça? C'est là que l'enquête de terrain entre en jeu. Et cette enquête, elle se fait en 3 grandes étapes. D'abord, étape 1, on précise bien c'est quoi les blessures et quelles parties du corps sont touchées. Ensuite, étape 2, on va sur place pour identifier tous les facteurs de risque liés au poste. Finalement, étape 3, on compare les données qu'on a recueillies sur le terrain avec les limites de la personne. C'est vraiment un travail de terrain pour faire le match parfait. Et au centre de cette analyse, il y a toujours 3 variables clés à regarder. La durée, la fréquence et l'intensité. Pour chaque tâche, pour chaque mouvement, on se pose ces 3 questions. Combien de temps ça dure, ça arrive à quelle fréquence et c'est à quelle intensité. C'est vraiment la base, l'ADN de toute évaluation de risque physique. Mais attention, on ne regarde pas juste le physique. Une bonne analyse, ça va plus loin. On doit aussi tenir compte des facteurs organisationnels et psychosociaux. Des choses comme les contraintes de temps, la cadence imposée par la machine, les quotas de production, est-ce que la personne a le contrôle sur son rythme? Tout ça, ça joue un rôle énorme et ça peut vraiment changer la donne. Bon, l'enquête est terminée, on a toutes les données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On passe aux solutions. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de dire « ça, c'est un problème », c'est de trouver comment le régler. Et c'est là que la vraie valeur de la démarche apparaît. Le but final, c'est pas de mettre une étiquette apte ou inapte sur la personne. Non,
La vraie question, c'est comment on peut modifier le travail pour qu'il fitte avec les capacités actuelles de la personne. Et des solutions, il peut y en avoir plein. Ça peut être d'adapter le poste de travail ou les outils, par exemple, ou de modifier certaines tâches, ou même de changer les horaires, de faire de la rotation. Dans certains cas, ça peut même mener à un programme de recyclage ou de réorientation. Bref, l'important, c'est de garder l'esprit ouvert aux possibilités. Maintenant, on arrive vers la fin et il y a un point super important à souligner. Malgré tous les chiffres, les angles, les mesures dont on a parlé, il ne faut jamais oublier une chose. On est dans une science qui est humaine. Et ça, c'est crucial, parce que les normes scientifiques, les seuils, tout ça, c'est basé sur des populations en bonne santé. Alors, quand on applique ça à une personne qui est en réadaptation, il faut le faire avec un bon jugement professionnel. On ne peut pas juste appliquer la formule mathématique. Chaque situation est unique. Et ça nous ramène un peu au début. La citation le disait bien, il n'y a pas une seule bonne réponse magique. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on improvise. Il y a ce qu'on appelle des règles de l'art dans ce domaine. Il y a une méthode, une rigueur qui nous guide pour trouver la meilleure solution possible pour chaque situation. Et tout ça nous amène à une question pour le futur. On le sait, les milieux de travail évoluent constamment à une vitesse folle. La question, c'est comment nos méthodes, nos façons de faire doivent-elles aussi évoluer pour s'assurer que le travail reste toujours adapté à l'humain? C'est une grosse question et elle reste ouverte. Ça donne matière à réflexion. Merci d'avoir été là.